l'éducation et la formation, regard croisé sur la continuité pédagogique. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons entre les mains un sujet qui ambitionne mettre au grand jour la problématique des usages et des pratiques pédagogiques des outils et ressources numériques dans des conditions toutes particulières, telles celles que nous vivons actuellement. Enfin, toute une littérature qui, depuis un certain temps, fait partie d'une réalité qui a creusé sa raison d'être grâce aux multiples possibilités mises à notre disposition en tant que chercheurs ou acteurs pédagogiques par la déferlante du numérique sous toutes ses formes. Usages et pratiques qui se sont vus accentués ces derniers temps par l'invasion pandémique du Covid-19 qui continue de faire des victimes de par le monde et frappe de plein fouet tous les secteurs de la vie humaine à travers le globe, et le secteur de l'éducation et de la formation n'est pas, bien entendu, du reste. Et en conséquence, et comme d'aucuns peuvent le constater, notre pays était en rang premier des pays ayant pris des mesures draconiennes pour contrer ce mal et minimiser l'impact du virus sur le plan sanitaire et sur le plan de tous les secteurs vitaux de notre pays. Le confinement obligatoire et la fermeture des écoles font naître des besoins et des alternatives à la classe en présentiel, d'où ce plan stratégique visant à prévenir contre un désastre du secteur, urgemment initié par le ministère de l'Éducation nationale sous l'appellation continuité pédagogique. Et depuis, jamais l'école marocaine n'a été aussi au centre des réflexions, des discussions, d'analyses sur tous les niveaux de la pyramide sociale jusqu'à devenir même un sujet de consommation populaire dans les réseaux sociaux. De l'avis de tous, il en ressort que l'école s'est érigée comme une force, un rempart contre toute forme de précarité et l'enjeu primordial pour un avenir sûr dans notre société. Un nouveau statut en perspective se retrace devant cette institution avec un esprit fait d'innovation et d'ouverture sur les nouvelles technologies, ce qui la revalorise et par là même revalorise les rôles et métiers de l'enseignement et de la formation et le replace à l'endroit qui leur revient de mérite. Une situation inédite par les temps actuels qui a généré une dynamique à toutes les instances du secteur et une vague de motivation et d'enthousiasme règne et où chacun, de sa position, se sont désignés à trouver une formule adéquate à même d'atteindre les objectifs de la dite continuité pédagogique. D'où un recours massif et souvent malhabile aux ressources et aux outils numériques. Il va donc sans dire que tous les usages, même les plus improbables, ont été sollicités, ce qui a provoqué une série de réactions et un nombre insurmontable d'interrogations sur l'efficacité, sur la fracture numérique et l'égalité des chances, sur l'évaluation et pas des moindres. Le temps donc est à la réflexion et les bilans sont à l'ordre du jour pour tenter de répondre aux questions soulevées dans le but d'optimiser notre usage de la modalité à distance, des apprentissages et de la formation, plus précisément, et du numérique en général dans nos pratiques enseignantes et formatrices. C'est dans cette mouvance que notre centre a initié l'organisation de ce colloque à distance sous le thème « Éducation et formation, regard croisé sur la continuité pédagogique ». 2 sessions sont au menu ce soir. La première est animée par notre professeur et collègue, le Dr Moulay Mohamed Drissi, expert national et international de l'intégration des TIS dans l'enseignement, président de l'Observatoire marocain de la formation et de la recherche en TIS, formateur au Centre de formation des inspecteurs de l'éducation à Rabat, qui intervient dans une conférence sous l'intitulé « Écosystème d'éducation et de formation vers une intégration efficace du numérique dans les pratiques de classe ». La deuxième session de ce colloque rassemble 3 de nos collègues issus du CRMF de Bnimla al-Khnefra pour ajouter leur lot de réflexion sur les pratiques de la formation à distance et l'usage du numérique dans l'enseignement et la formation. Je les cite selon l'ordre d'intervention et reste fidèle à la langue du libellé de leur intitulé. Le docteur Mohamed Abhir, formateur au CRMF Bnimla al-Khnefra, il intervient dans
La première intervention sous l'intitulé مفهوم التكوين عن بعد في الخطاب التربوي المغربي. Et la deuxième intervention, celle du docteur El Kbir Chemeti, qui va intervenir dans la deuxième volet de cette deuxième session. Et il a choisi comme intitulé pour son intervention التعليم الإلكتروني ومفهوم التصميم الشامل. Et puis en dernier lieu, notre collègue, l'Oustad Abdelrahim El-Faraouzi, qui va consacrer son intervention à traiter un sujet qui porte l'intitulé suivant التعليم عن بعد ورهانات مجتمع المعرفة سؤال انتقال من الورقي إلى الرقمي. Voilà. Je passe maintenant à présenter commencer notre première session, notre première conférence en session plénière, qui va être animée par notre collègue et professeur, le docteur Moulay Mohamed Drissi, qui va prendre la parole tout de suite. Je rappelle tout simplement l'intitulé de son intervention, de sa conférence. C'est écosystème d'éducation et de formation vers une intégration efficace du numérique dans les pratiques de classe. Docteur, je vous donne la parole, c'est à vous le micro. Bonsoir, bien sûr, notre collègue et ami Moulay Mohamed Drissi, l'homme le plus disponible et toujours présent. Nous vous remercions beaucoup et nous ne vous aura pas autant vous remercier pour votre présence, pour votre sollicitude, et votre participation toujours agréable. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Salam alaikum. Alors, je tiens tout d'abord à remercier monsieur le directeur du CLMF de la région Bni Mellal Khnifra. Je remercie également tous les organisateurs, le comité d'organisation et tous mes collègues chercheurs et enseignants, acteurs éducatifs qui suivent avec nous ce séminaire. نطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. Je suis très heureux de partager avec vous quelques réflexions sur l'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques et j'essaierai tout au long de cette session de participer avec vous à la continuité pédagogique que vous essayez d'organiser en même temps. Donc, dans ma conférence, je vais essayer de parler du contexte général de l'usage du numérique à l'échelle mondiale et au Maroc. Ensuite, je vais aborder quelques modèles d'intégration qui s'appuient sur des compétences numériques et sur des choix de pratiques à faire. Et puis, de là, j'essaierai de conclure avec un modèle efficace et qui permet d'intégrer les ressources numériques d'une manière générale dans les pratiques de classe et hors classe, en termes de compétences, en termes de méthodes, d'outils, et en termes aussi de niveau d'intégration de ces ressources. Et bien sûr, je conclus par les compétences numériques. Alors, nous savons tous que l'usage du numérique, d'une manière générale, et pédagogique et éducatif d'une manière spécifique, en contexte d'enseignement et de formation, il impacte positivement l'apprentissage. D'ailleurs, plusieurs recherches affirment qu'il y a un impact positif de l'usage du numérique. Mais, comme vous le savez, il y a toujours des écueils à ces usages du numérique dans les pratiques pédagogiques, à savoir la résistance au changement, à savoir le manque d'outils informatiques parfois, surtout dans les pays du Sud, des problèmes techniques qui bloquent parfois l'usage du numérique, des sous-financements financiers en équipement et en formation, et parfois on a aussi des problèmes dans l'innovation, dans la mauvaise gouvernance de l'innovation quand il s'agit d'implémenter le numérique dans les pratiques de classe. Mais quand même, au Maroc, il y a plusieurs efforts déployés dans ce sens, à travers le programme GENI que vous connaissez tous, à travers l'infrastructure, les formations, les ressources numériques, la gestion du programme qui a été mise en place par le programme, le développement des usages à travers le projet intégré 7 et 12 dans la vision stratégique 2015-2030. Et puis, bien sûr, il y a autre impulsion de l'avancée technologique
qu'on sent notre pays, surtout avec la dernière version tactile et mobile des technologies, en termes d'Internet, en termes de smartphones, en termes de MOOC, en termes de plateformes e-learning qui se sont implémentées. Et d'ailleurs, tous les efforts déployés durant cette période de confinement par les acteurs éducatifs pour mettre en place un enseignement à distance prouvent que nos enseignants sont en faveur de l'usage du numérique pour débattre ce problème. Et nous tenons à remercier tous les acteurs éducatifs pour les efforts déployés pour assurer cette continuité pédagogique durant cette période de confinement en utilisant le potentiel du numérique. Ceci nous oblige à revisiter nos pratiques pédagogiques à l'ère du numérique. D'ailleurs, ce qu'on avait vu durant ce confinement sanitaire nous oblige à repenser la structuration du tandem centre de formation établissement scolaire, usage du numérique, programme scolaire. Il nous oblige aussi à orchestrer les dynamiques et les flux et les transferts qui se font au niveau de l'Internet et au niveau du numérique. Il nous oblige aussi à favoriser la constitution d'équipes pluridisciplinaires et travailler en équipe et ne pas se doter uniquement de l'individualité pour travailler tout ce qui est numérique. Il nous oblige aussi à valoriser les expériences innovantes. D'ailleurs, on a vu plusieurs expériences durant cette période de confinement et nous oblige aussi à revoir nos curricula et à penser à des curricula qui sont flexibles et qui sont intégrateurs de toutes sortes. Là, toutes ces obligations nous envoient vers des conditions qui sont exigées par le nouvel écosystème d'éducation et de formation. Et il y a déjà des éléments de ce nouvel écosystème d'éducation et de formation qui est exigé, qui est implémenté par le numérique. Alors, nous connaissons tous que les technologies numériques, ils ont bouleversé plusieurs axes dans notre vie. Tout d'abord, ils ont bouleversé l'accès à l'information et au savoir. Ils ont bouleversé les repères temporels, spatiaux, didactiques et sociaux. On est ouvert sur d'autres cultures, on est ouvert sur d'autres espaces. On peut apprendre à n'importe quel temps, etc. Donc, tous les éléments de notre culture sont bouleversés. Et il y a aussi un changement profond dans notre culture. D'ailleurs, on est ouvert à d'autres cultures. Et ceci, bien sûr, nous implique dans un nouvel écosystème d'ordre plus pédagogique, d'autres plus techniques et d'autres même andragogiques. Alors, ces dimensions de ce nouvel écosystème d'éducation et de formation se tracent à travers toutes ces modifications, tous ces changements impliqués par le numérique. Ce nouvel écosystème d'éducation et de formation, bien sûr, il exige de nous, en tant qu'acteurs éducatifs, en tant qu'enseignants, inspecteurs, chercheurs, etc., d'acquérir de nouvelles compétences en termes de technologies d'information et de communication. Il nous oblige aussi à revoir notre organisation en termes d'espace, en termes de temps, en termes de contenu. Il nous oblige aussi à revoir de nouveaux matériels didactiques. Il nous oblige aussi à prendre en considération le changement culturel mis en place et nous oblige aussi à revoir nos méthodes pédagogiques et essayer d'innover dans ces méthodes-là, dans les curricula, dans le choix des ressources, dans les rythmes scolaires, etc. Donc, voilà les éléments du nouvel écosystème d'éducation et de formation. Si nous voyons un peu plus de près, pourquoi ce changement? Parce qu'aujourd'hui, l'apprenant d'aujourd'hui, qui vit dans ces circonstances du potentiel numérique, il sera citoyen de demain. Il sera citoyen de la société de l'information, citoyen de l'économie du savoir et citoyen qui va vivre avec de nouveaux métiers qui sont apparus avec le numérique. Donc on doit le préparer dès maintenant pour pouvoir vivre dans la société de l'information et la société de l'économie du savoir et vivre avec les nouveaux métiers qui vont apparaître avec
Euh, Si nous regardons du côté d'un élément de ce nouvel écosystème d'éducation et de formation qui est l'apprenant. Alors l'apprenant d'aujourd'hui, comme le montre cette caricature, cette nouvelle génération des apprenants d'aujourd'hui, vous le voyez dans cette caricature, qui montre d'ailleurs deux volets différents, un enseignant, une enseignante qui enseigne avec des méthodes traditionnelles et des apprenants qui sont imprégnés des nouvelles technologies. Et donc, comment on peut aller en avant et essayer de comprendre ces apprenants qui sont nés natifs du numérique. D'ailleurs, une étude faite par Jean-François Associé en 2018 montre que les jeunes d'aujourd'hui, et même nous aussi, ils sont écranovores. Donc, ils sont très associés aux écrans. Et si on fait des statistiques, ils ont fait d'ailleurs dans leur recherche, ils ont fait des statistiques, ils ont trouvé que l'élève, l'apprenant d'aujourd'hui, passe presque 2 années scolaires devant l'écran. Presque un quart de sa vie devant l'écran. C'est une statistique à prendre en considération. Les apprenants d'aujourd'hui préfèrent tout ce qui est sur les écrans. D'ailleurs, cette caricature montre que nos enseignants aujourd'hui partout dans le monde, ils essaient de faire du vieux avec du neuf pour être au diapason des apprenants qui sont plus numériques et qui nécessitent des outils numériques pour leur apprentissage. Un autre volet de cette recherche de Jean-François Associé montre que les moins de 17 ans souhaitent avoir des cours sur écran. Donc vous le voyez là sur le schéma, montre que ils préfèrent les étudiants, les apprenants, les élèves du primaire, du secondaire, les étudiants à la faculté, les universités préfèrent avoir des cours sur écran et peuvent se dépasser de tout ce qui est papier. Donc on doit prendre aussi en considération cette propriété. Et une autre étude menée par François Guittet montre que les apprenants d'aujourd'hui se caractérisent par 6 caractéristiques. Tout d'abord, ce sont des apprenants qui puisent l'information à plusieurs sources. Donc, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, on doit diversifier nos ressources pour être à l'attente de nos apprenants. Les apprenants aussi d'aujourd'hui sont multitâches. Donc, ils peuvent faire plusieurs tâches en même temps et l'enseignant ne doit pas se fâcher de cette multitâche des apprenants. Ils sont comme ça. On doit les prendre en considération cette caractéristique. Les apprenants d'aujourd'hui aussi priorisent l'image et le son sur le texte. Donc, il vaut mieux leur donner une vidéo qui explique quelque chose que leur donner un texte écrit sur papier. Les apprenants d'aujourd'hui apprennent en cas de besoin. Donc, l'éducation et la formation doivent se baser sur les besoins des apprenants et non pas leur donner des informations comme ça, comme on fait dans nos programmes. Il faut se baser sur les besoins pour pouvoir être suivi et s'approprier par les apprenants. Les apprenants d'aujourd'hui mêlent l'information. Et il faut s'assurer, quand on leur donne une information, une référence bibliographique, il faut s'assurer que c'est une bonne référence parce qu'ils la partagent tout de suite. Les apprenants d'aujourd'hui aussi, d'après cette étude de François Guittet, naviguent par hasard. Donc, il faut bien sûr, en tant qu'éducateur, les orienter vers des sites qui présentent de bonnes informations, des informations utiles à leur apprentissage. Du côté des compétences visées à l'ère du numérique, on parle maintenant des compétences du XXIe siècle. On parle des compétences comme la pensée critique, comme la collaboration, comme la résolution de problèmes, comme la créativité, la pensée critique. Alors, tous les programmes maintenant se basent sur ces compétences du XXe siècle. Même les programmes, la refonte des programmes au niveau du cursus scolaire marocain, cette révision du programme est basée sur
l'implémentation dans les activités scolaires de ces compétences du XXIe siècle. Un autre élément dont on doit prendre en considération à l'ère du numérique, c'est les compétences. Les compétences au niveau de l'enseignant et les compétences au niveau de l'élève, de l'apprenant. Je vous donne là une petite recherche du philosophe Michel Serres qui a fait un rappel historique du savoir depuis l'avant-écriture jusqu'à l'ère du numérique. Alors, avant l'écriture, normalement, d'après Michel Serres, on mémorise tout dans nos cerveaux. Une fois l'écriture est apparue, on a essayé de mémoriser quelques informations sur le papier. Ensuite, une fois l'imprimerie a évolué, on a essayé de multiplier le savoir à travers la duplication, à travers la publication du livre. Et maintenant, avec le numérique, tout est enregistré sur les disques durs, sur les mémoires. Et donc, pour Michel Serres, il y a une diminution de la mémorisation. C'est-à-dire, avec le numérique, on ne mémorise plus du savoir dans nos têtes. Donc, pour lui, il existe une certaine intelligence, énergie intellectuelle qui est emmagasinée, qui est libre, et on doit l'utiliser dans d'autres compétences. Et c'est pourquoi il a dit que les technologies de l'information et de la communication nous condamnent à devenir intelligents, à devenir créatifs, à devenir inventifs. Tout le savoir est là, toute la connaissance est là, mais on doit innover, on doit créer autre chose parce qu'on a déjà dans nos mémoires une certaine énergie qui nous permet de le faire. Dans un rapport mondial sur les compétences de demain, on trouve trois catégories de compétences. D'ailleurs, nos manuels scolaires, nos programmes, nos curricula se sont basés aussi sur ces trois catégories de compétences. Tout d'abord, la première compétence, c'est l'agir au quotidien. Cette compétence, normalement, elle est développée à travers plusieurs activités de littérature, de langue, de mathématiques, des sciences, des technologies de l'information et de la communication, des finances, etc. Une deuxième grande compétence, catégorie de compétences, qui est aborder la complexité du monde à travers la résolution de problèmes, à travers le développement d'esprit critique, le développement de la créativité, le développement de la communication et de la collaboration. Et la troisième catégorie de compétences qui est s'adapter au monde. Donc agir au quotidien, aborder la complexité du monde et puis s'adapter au monde parce qu'on est ouvert à plusieurs cultures, on est ouvert à plusieurs pays, à travers l'Internet bien sûr. Donc on doit développer cette compétence de s'adapter au monde à travers la curiosité, l'initiative, la prise d'initiative, l'adaptabilité, le leadership et la conscience sociale et culturelle. Et donc nos programmes doivent tenir compte de ces trois catégories de compétences à développer chez nos apprenants. Ces compétences, toutes ces compétences visent d'acquérir l'information, de la stocker, de la traiter et de les mettre avec une deuxième forme. C'est en quelque sorte le parcours de toute recherche scientifique ou pédagogique. C'est un processus de la recherche. Acquérir l'information, la stocker, la traiter et puis les mettre, bien sûr, en utilisant des moyens. Et le numérique, le potentiel du numérique nous offre une pléthore de moyens et d'outils pour ces quatre phases, ces quatre compétences qu'on peut développer chez les apprenants. Et aussi les enseignants, les acteurs éducatifs aussi doivent normalement avec des formations acquérir ces compétences qui sont acquérir l'information au moyen d'ITIS, stocker l'information au DITIS, traiter l'information au moyen d'ITIS et émettre l'information au moyen, bien sûr, du potentiel du numérique. Les outils numériques les outils et les ressources numériques ne sont pas les seuls à utiliser pour améliorer nos pratiques pédagogiques et améliorer nos pratiques d'enseignement et de formation.
Voilà un exemple toujours de l'étude de Jean-François Cessy qui montre que avec le numérique, avec une aisance numérique, ici il n'y a pas une méthode pédagogique adéquate. La sortie, le feedback, le résultat sera un parasite. Mais si on a utilisé un outil numérique, mais avec une méthode pédagogique adéquate, on aura un signal de forte portée. Donc là, il a fait une simulation entre l'outil numérique et l'amplificateur du son, pour montrer que la méthode pédagogique est nécessaire, le choix de la méthode pédagogique est totalement nécessaire pour réussir l'intégration des technologies dans les pratiques de classe lors d'un cursus scolaire. Bien sûr, le numérique nous offre une diversité d'outils. On peut trouver plusieurs outils. D'ailleurs, ces images le montrent. On a des ordinateurs, on a des tablettes, on a des smartphones, on a des clés, etc. Il y a une pléthore, une diversité d'outils. On a aussi une diversité de ressources numériques. Le numérique nous offre cette diversité de ressources à travers les didacticiels, à travers les ressources d'apprentissage, à travers les vidéos, à travers les animations. Tout. Donc il y a une diversité sur Internet qu'on peut exploiter dans nos pratiques pédagogiques. On a aussi, le numérique aussi nous permet de diversifier les situations d'enseignement-apprentissage. Parfois, les élèves travaillent en binôme, parfois ils travaillent en groupe, parfois ils travaillent individuellement, parfois ils partagent, etc. Donc le numérique nous offre aussi cette diversité de situations. Et aussi le numérique nous offre une diversité de modèles. Il y a presque une vingtaine de modèles pédagogiques réalisés par des chercheurs et qui nous montrent comment intégrer les technologies dans nos pratiques pédagogiques. Mais devant cette diversité de modèles, quel modèle choisir pour l'utiliser dans une pratique pédagogique? C'est pour cela que ma présentation va se baser sur une synthèse de ces modèles. Donc il y a plusieurs modèles, comme vous le voyez sur cette diapo. Il y a une vingtaine, mais j'ai choisi quelques-uns parmi ces modèles d'intégration. Et je vais essayer à travers ces modèles de me baser tout d'abord sur le référentiel de compétences de base, compétences standards élaborées par l'UNESCO. Je vais me baser sur le volet pédagogie et le volet TIC de ce référentiel de compétences de l'UNESCO. Je vais me baser aussi sur le référentiel, sur le modèle de SAMR, qui montre deux niveaux d'intégration du numérique à travers le premier niveau d'amélioration. On améliore en utilisant le numérique. Et puis, le deuxième niveau, on essaie de transformer en utilisant le numérique. Et puis, je vais me baser sur le modèle de Chi et Willy, qui est basé, vous le savez tous, qui est basé sur les états d'apprentissage d'un apprenant. De l'état passif, où l'apprenant est réceptif, il reçoit l'information, à l'état actif, où l'apprenant essaie de sélectionner les informations qui lui correspondent, au stade ou bien à l'état constructif, où l'apprenant essaie de générer des informations, d'autres connaissances, à l'état interactif, où l'apprenant essaie de partager, de collaborer, et de partager ce qu'il a produit, ce qu'il a créé avec ses collègues. Donc à partir de ces trois modèles, je vais essayer de m'inspirer pour élaborer un modèle qui permet de travailler les compétences du XXIe siècle en utilisant les ressources numériques, en utilisant les outils que nous offrent les technologies d'information et de la communication. Alors, ce modèle-là, il est basé sur, normalement, tous les modèles que j'ai rappelés tout à l'heure, une vingtaine de modèles, rappellent les trois. L'utilisation personnelle des technologies de l'information, ensuite l'utilisation professionnelle des technologies d'information et de la communication, et puis l'utilisation pédagogique de ces technologies. Mais presque tous ces modèles-là n'abordent pas en profondeur la troisième phase qui est l'utilisation pédagogique du numérique. Et là, dans ces modèles, je vais m'appuyer sur les trois modèles que je viens de citer tout à l'heure,
le référentiel de compétences de l'UNESCO, le modèle de SAMR et le modèle de Chiewili pour essayer de rejoindre les trois modèles et de les situer pour pouvoir mettre en valeur l'intégration des technologies d'information et de communication dans nos pratiques de classe. Pour le modèle de Chiewili, je vais le placer dans la partie apprenant. Pour le modèle de l'UNESCO, je vais le placer dans tout ce qui est méthode pédagogique. Et pour le modèle SAMR, je vais le placer dans tout ce qui est usage de l'outil. Et de là, je vais faire ressortir un modèle qui va se baser sur trois niveaux d'application, avec un élève qui est passif, avec un élève qui est actif et avec un élève qui est constructif et qui est interactif, bien sûr selon nos objectifs, selon les objectifs fixés par l'enseignant durant son cours. Et puis, on va essayer, à travers l'élaboration d'un scénario pédagogique, essayer d'intégrer tous ces niveaux-là dans notre pratique. Alors, commençons par le premier niveau, qui est la familiarisation avec le numérique. C'est un niveau qu'on utilise tous. D'ailleurs, une étude a été faite sur les pratiques de classe au Maroc par des inspecteurs stagiaires au niveau du centre de la formation des inspecteurs. Plusieurs études ont été faites sur ce premier niveau d'usage du numérique et les recherches ont abordé un résultat très remarquable, c'est-à-dire que l'usage du numérique qui se fait actuellement se focalise uniquement au niveau de la familiarisation avec le numérique, c'est-à-dire la substitution. C'est-à-dire que les enseignants font du numérique un outil qui est moderne, mais avec des pratiques anciennes. C'est-à-dire, au lieu de projeter une vidéo sur un écran de téléviseur, on la projette en utilisant un vidéoprojecteur. Au lieu d'utiliser une image collée à un tableau, on projette une image numérique, etc. Donc, on est dans le premier niveau d'usage du numérique. Normalement, on est parce que là, l'élève, il est passif, il reçoit l'information. Tout est focalisé sur l'élève qui reçoit des explications, qui reçoit des informations pour les acquérir, pour les mémoriser. Et donc là, normalement, l'apport des technologies, il est là juste pour motiver les apprenants dans ce nouvel écosystème d'éducation et de formation. Là, le numérique, il est utilisé pour présenter, pour illustrer, pour démontrer parfois, pour donner des explications parfois. Et là, on peut utiliser comme outil et ressources, on peut utiliser uniquement les vidéos, les images, les animations, les sites web, tout ce qui est information. C'est le premier niveau d'usage du numérique. Donc, quand on demande à un enseignant qui utilise une vidéo, quel est le niveau d'usage de cette utilisation, normalement, c'est le premier niveau parce que l'élève, il est là pour acquérir juste l'information, juste la connaissance. Et là, je vais illustrer ceci par cette première étape qui montre le savoir, l'arifa, en donnant des exemples de ce savoir par des points, points bleus et points roses. Le savoir, il est diffus, donc l'élève, il reçoit un savoir diffus, mais il n'a pas encore mis en relation ce savoir. C'est le premier niveau d'intégration des technologies de l'information et de la communication. Le deuxième niveau de l'usage du numérique, on essaie d'utiliser le numérique pour améliorer les pratiques. Là, on est en phase d'augmenter un peu l'usage du numérique. Et là, on peut l'utiliser quand on vise chez l'apprenant une sélection d'informations, un stockage de l'information. Là, on utilise le numérique pour approfondir un petit peu les connaissances de l'élève et le pousser un petit peu à faire des recherches à travers l'usage du numérique. Là, on peut l'utiliser pour des fonctions de recherche, des fonctions d'analyse, de synthèse, et peut-être, parfois, on peut l'utiliser pour des fonctions d'évaluation.
Là, on peut utiliser avec nos étudiants, on peut utiliser des moteurs de recherche, on peut utiliser des simulations, on peut utiliser des expériences virtuelles, des modélisations, des jeux, des exerciceurs, mais là, on est uniquement dans le deuxième niveau de l'usage du numérique. Et on va faire une simulation avec la taxonomie de Bloom pour voir quel est le niveau où on est quand on utilise le numérique à ce niveau-là, lorsque nos apprenants sont dans l'état actif. Troisième niveau d'usage du numérique, là, l'image qui rappelle ce deuxième niveau, c'est on voit déjà que le savoir qui a été acquis par l'apprenant maintenant essaie de mettre en relation ce savoir, de mettre en relation ses connaissances et d'essayer de produire quelque chose. Ils essaient au moins de créer quelque chose à partir du savoir. La création, ça commence dès ce stade. Le troisième niveau de l'usage du numérique dans nos pratiques pédagogiques, c'est on utilise le numérique pour changer totalement nos pratiques pédagogiques. On parle maintenant d'un usage créatif. On essaie d'utiliser le numérique pour pousser les apprenants à créer davantage leur savoir. Alors là, on passe vers la génération de l'information. On passe vers la collaboration, on passe vers la communication et on passe vers le traitement et l'émission de l'information. Là, l'apport du numérique se focalise sur la création de connaissances, la création de nouveaux savoirs et la communication et le partage de ces connaissances. Alors là, l'élève il est au stade interactif et au stade constructif. Le numérique là, il est utilisé pour créer des tâches qu'on ne peut pas créer à l'avant par d'autres moyens. Et là, le potentiel du numérique, il est apparu là. Et là, on peut utiliser comme outil tout ce qui est logiciel de création. On peut utiliser traitement de l'image, on peut utiliser traitement de la vidéo, le son, la présentation, mind mapping, les réseaux sociaux, les plateformes, les blogs, la réalité augmentée, la robotique, la programmation, la bande dessinée par le numérique. Donc tout ce qui est outils et ressources numériques qui permet à nos apprenants de créer, de communiquer, de partager, peuvent se focaliser sur le troisième niveau d'intégration du numérique. Et normalement, dans un cours, on peut aborder les trois niveaux. On peut commencer par le premier niveau, ensuite le deuxième niveau, et aborder le troisième niveau à la fin du cours ou à la fin d'un module tout en entier. Donc là, ça dépend des objectifs fixés par l'acteur éducatif, par l'apprenant. Là, vous voyez là, dans cette image-là, qui était au début uniquement des petits points, des savoirs, maintenant avec la relation créative et la relation constructive du savoir, on est arrivé à une création à partir du savoir. Là, au début, c'était des points, maintenant, c'est un petit chat créé à travers, c'est-à-dire l'assemblage du savoir pour créer un nouveau savoir, créer quelque chose. Donc voilà, en gros, les trois niveaux de ce modèle qui permettent à un enseignant de choisir l'outil numérique et de choisir l'outil numérique à travers l'état, à travers l'objectif fixé au début de son cours et à travers les objectifs, les compétences visées, les méthodes choisies adéquates lors de son élaboration du scénario pédagogique de sa leçon. On peut résumer ceci en abordant dans cette diapo les ressources numériques, les pratiques pédagogiques et les compétences qu'on peut développer à travers ces ressources et ces pratiques. Si on prend le premier niveau, qui est les images, les vidéos, les animations, les sites web, etc., ils seront utilisés comme pratique de découverte de notions, de découverte de concepts, de présentation de l'information, de son illustration, de son explication. Et là, on développe des compétences de communication, on développe aussi compétences d'analyse chez les apprenants,
la recherche de l'information, etc. Lorsqu'on passe au deuxième niveau, où on peut utiliser les moteurs de recherche, des simulations, des modélisations, des jeux, des exerciteurs, là, on peut les utiliser dans les activités relatives à la découverte de lois naturelles, en physique, en chimie, en biologie, en géologie. On peut les utiliser dans des activités d'évaluation, dans des activités où il y a interaction, interactivité, et on peut même les utiliser dans des activités de temps apprentissage. Et là, on peut développer, comme vous le voyez sur la diapo, la communication, la collaboration, le domaine cognitif, la responsabilité, l'analyse et la synthèse, la prise de décision, la résolution de problèmes. Pour le troisième niveau, on utilise des logiciels de création. On peut les utiliser dans des activités d'analyse, de synthèse, dans des activités de production, dans des activités d'évaluation, de présentation. Et là, je peux prendre par exemple la création d'un texte, une rédaction. On peut utiliser le texte comme on peut utiliser un petit film où l'élève écrit le texte et puis essaie de scénariser le film et de faire un reportage, par exemple, et de parler lui-même, de commenter sa vidéo. Donc, on est là dans un domaine de création, de créativité. Là, on peut élaborer, on peut développer plusieurs compétences à travers ces activités, à savoir, on travaille dans trois domaines, à savoir le domaine cognitif, le domaine intrapersonnel et interpersonnel. Et on peut développer plusieurs compétences, à savoir la communication, la collaboration, la résolution de problèmes, la créativité, etc. Donc là, on est dans un troisième niveau d'intégration du numérique qui permet de développer chez nos apprenants la créativité et la productivité aussi. Quelques ressources numériques si on veut faire un choix, parce que le problème c'est de choisir la ressource adéquate pour réaliser un objectif d'apprentissage fixé dans un cours. Alors, il y a, si on voit les 6 compétences, il y a plus de 6 compétences, mais je me suis limité à 6 compétences. Le choix des ressources numériques peut se baser sur des activités. Quand on veut choisir une ressource numérique qui va développer la compétence de communication, bien sûr, on va essayer de trouver une ressource numérique qui développe des activités orales et écrites. Donc, en l'occurrence, des activités où il y a des sons, où il y a des images, des vidéos pour interagir, pour utiliser par exemple le chat, le forum, la visioconférence. Ce sont là des outils qui permettent de développer cette compétence de communication. Si on veut développer la compétence de collaboration, si nous apprenons, on peut utiliser le numérique. Dans le numérique, on a plusieurs outils de partage. On a plusieurs outils qui permettent de travailler en groupe, par exemple Padlet, etc. Donc, il y en a plusieurs outils qui permettent de développer cette compétence de collaboration. La créativité, c'est pareil. La pensée critique, c'est pareil. La résolution de problèmes, c'est pareil. Donc, il se faut se baser sur des activités adéquates et des ressources et des outils adéquats au développement de telles compétences. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et le micro est à M. Saïd. Merci, mon professeur, le docteur et notre collègue, notre ami, le très aimable Moulay Mohamed Drissi pour cette conférence qu'on ne peut plus exceptionnelle par les détails que vous avez apportés, les éclaircissements et l'apport de connaissances vraiment qui versent dans l'air du temps. Nous vous remercions beaucoup au nom du collectif du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation pour cette intervention de qualité qui verse au fond de la problématique qui sous-tend un usage efficace du numérique dans nos pratiques de classe et l'ancrage de ces pratiques innovantes, interpellant ainsi à un renouveau de nos références institutionnelles, en premier notre curricula. C'est
euh, vous proposez, proposer une ouverture qui s'avère irréversible du moment que cette réalité nous est imposée par l'air du temps, par l'ordre des choses, conditionnée donc par les choix du XXe siècle, ce qui nous incite à repenser nos structures du tandem centre de formation et établissement d'enseignement, apprentissage, et à orchestrer des dynamiques, à revaloriser les expériences innovantes et à élaborer des programmes et des contenus flexibles et intégrateurs et à doter les enseignants de ces compétences du 21e siècle, c'est-à-dire relativement qu'on appelle les technos, c'est-à-dire des compétences technopédagogiques qui répondent aux exigences du XXe siècle. Une intervention qui propose donc un modèle d'intégration pédagogique du numérique. Nous vous remercions infiniment, vous remercions beaucoup pour votre intervention de qualité et votre implication, votre militantisme et votre esprit de participation qui nous fait vraiment chaud au cœur. Et j'ouvre l'espace au débat tout de suite. Les discussions auxquelles nous allons consacrer, selon bien sûr les organisateurs du comité d'organisation, on leur a consacré une trentaine de minutes, d'accord, pour les interventions. J'aimerais bien à cette occasion préciser quelques modalités pour nous assurer d'une bonne gestion de cet espace de discussion. Je laisse le choix à notre collègue, le docteur Moulay Mohamed Drissi, de la manière dont il préférerait recevoir les interventions des participants, leurs interrogations, leurs mises au point, si vous voulez. Est-ce que, docteur, vous préférez qu'on reçoive les interventions selon un nombre précis, 2 par 2, 3 par 2, 3 par 3, ou on laisse le champ libre quand vous voulez, quand vous Quand vous voudrez. voulez, Moussaïd, vous êtes le président de la session, vous choisissez ce que vous voulez. D'accord, monsieur. On peut donc distinguer deux types d'interventions. Les questions d'un côté et les mises au point ou interrogations ou contributions de l'autre. Les questions, on aimerait qu'elles ne dépassent pas les 20-30 secondes. Par contre, les mises au point ou les contributions des participants, hein, on pourrait favorablement les fixer en 1 minute. D'accord. Deuxième, autre chose, التدخلات ديال الإخوان المشاركين يمكن أن تكون بأي لغة يفضلون، باللغة العربية واللغة الفرنسية. الأستاذ ديالنا الفضيل الدكتور مستعد للرد سواء باللغة الفرنسية أو باللغة العربية. هنا للاستفادة والمشاركة بطريقة ديمقراطية، واللغة لا تصبح مشكل في تناول المعرفة. وشكرا للجميع. Donc, je vais laisser donc le choix aux personnes qui veulent intervenir. J'ouvre, l'espace d'intervention et je reçois tout de suite les désirs de participer. يعني المشاركات اللي كانت عنده اللي بغى يطلب شي مشاركه. عندنا واحد ليكون ici renvoyons le chat, meeting chat. Vous pouvez vous inscrire et je vais recevoir les participations ou les interventions selon l'ordre d'apparition. غادي يكون ترتيب ديال المداخلات، التساؤلات ديال الأساتذة حسب التعبير عنها. مثلا عندنا الأستاذ العياشي الرحالي. الأستاذ العياشي الرحالي فليتقدم من فضلك إلا بغيتي تاخذ الميكرو وتفضل بلا ما نضيعوش الوقت.
200 شات ما تقيسهاش يا أستاذ؟ السلام عليكم الصوت مسموع. الاخ تيتسائل الميتينغ شات راه كاينه عندنا في لاباغ اللي عندك في الوسط، كاينه ميكرو، كاين فيديو، كاين بارطاج، كاين 3 بوين جوست اكوتي 3 بوين كاين واحد ليكون تماك فوز ابيي غادي تخرج عندك ميتينغ شات. السلام عليكم. il n'est pas actif pour tout le monde. الحاجه سمحتوا الله يجازيكم بخير. الميتين شات اللي اكتيفي سولمون بور لي ممبر. On est des invités, on n'a pas le droit في الميتين شات. وشكرا لتفهمكم. اللجنه التقنيه من فضلكم انكم تفتحوا ديك لاباغ ديال الميتينغ شات باش الاخوان باش يتفضلوا اللي بغى يسجل باش ياخذ كلمه. كان العياشي ارحالي اذا حضر معنا بغى يطرح سؤال فليتفضل. السلام عليكم. ما عرفتش واش الصوت مسموع. مسموع. اولا رمضان مبارك سعيد الجميع. شكرا سي سعيد. المداخله كانت بالفرنسيه دونك je vais poser une question en français aussi. Donc tout d'abord je vous remercie monsieur Moulay Mohamed Idrissi pour votre présentation qui est vraiment trop riche et qui nous a apporté tous une grande quantité d'informations si précieuses. On sait que l'apprentissage à distance ne se réduit pas, comme vous l'avez montré, à des vidéos ou fichiers chargés sur un site ou une plateforme, d'ailleurs comme on opère en cette période de confinement. Les Occidentaux qui nous ont précédés à ce genre de pratique sont toujours en quête d'une didactique et pédagogie basée sur l'utilisation des artefacts technologiques. On parle maintenant du carré pédagogique et même du tétraèdre pédagogique, où l'outil technologique médiateur est fort présent. Ma question, c'est que, est-ce que le Maroc a pensé à instaurer un dispositif dédié à la réflexion sur le côté didactique et pédagogique de ce genre d'apprentissage? Et par conséquent, sur les impacts qui en découlent, surtout en matière d'adaptation à notre propre écosystème d'apprentissage. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Barakallah. Je vous remercie. La parole est à notre conférencier, le docteur Moulay Mohamed Idrissi. Si Saïd, est-ce qu'on peut collecter les questions et puis répondre pour D'accord. Nous avons monsieur Hicham Madan. Bonsoir. Bonsoir. Marhaba. Tout d'abord, je vous remercie, monsieur Idrissi, chaleureusement de cette fructueuse communication et pour votre intervention très constructive. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont contribué de près ou de loin pour le maintien de cette soirée scientifique. Merci pour votre aimable collaboration et bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Idrissi, malgré un usage grandissant en enseignement et formation de dispositifs numériques permettant la création de contextes d'enseignement et d'apprentissage synchrone et distant, téléprésence, les études scientifiques relatives aux usages et pratiques conditions favorisant un enseignement et un apprentissage de qualité ou encore retombées réelles de ces dispositifs sont peu nombreuses, en particulier en ce qui concerne la qualité pédagogique et son efficacité durant cette crise de Covid-19. Alors, plusieurs questions émergent et je veux les partager avec vous. Donc, primo, comment agissent les acteurs, formateurs et apprenants et autres engagés de tels dispositifs? Secondo, en quoi ces dispositifs transforment-ils l'enseignement, la formation et l'apprentissage? Et enfin, quelles sont les conditions qui participent au succès de ces contextes particuliers? Et quelles compétences doivent développer les acteurs de la formation de ce nouveau écosystème, comme les caricatures proposées nous a montré. Et merci. Merci Hicham, merci beaucoup. Alors, j'appelle monsieur Nadifi. Nadifi, oui. Est-ce que vous... Oui, alors, Nafi Youssef. Alors, vous déclinez votre identité, s'il vous plaît, et puis vous commencez votre interrogation. Donc, merci, c'est Saïd. Donc, je suis Nafi Youssef, professeur agrégé en sciences de vie de la Terre et docteur en didactique des sciences de vie de la Terre et 10, formateur au CRMF de Beni Mellal. Je suis très heureux d'assister à ce colloque aujourd'hui, surtout avec la présence de mon cher professeur Moulay Mohamed Idrissi. Donc, j'ai une interrogation. Les CRMF
créés dans le cadre des mesures entreprises pour la réforme des systèmes de la formation initiale sont devenus opérationnels à partir de l'année scolaire 2012-2013. Cependant, de nombreux dysfonctionnements sont enregistrés dans les CRMF. D'abord, l'installation des formations universitaires d'éducation dans les écoles normales supérieures a pris beaucoup de retard. L'hétérogénéité des profils des enseignants stagiaires. La formation académique est généralement inadéquate et superficielle. La durée de la formation initiale est très insuffisante. Compte tenu de ces dysfonctionnements qui entachent négativement la qualité et le rendement de la formation initiale, ainsi que les normes de qualité pédagogique préconisées auprès des futurs enseignants, et compte tenu des expériences accumulées par les formateurs au cours de cette période de confinement en relation avec la formation à distance, je m'interroge si le recours à la formation hybride ne pourrait pas constituer une alternative efficace et prometteuse pour surmonter ces dysfonctionnements que j'ai signalés, et surtout l'hétérogénéité des profils des stagiaires et la durée très limitée de la formation au niveau des CRMF. Et merci. Merci mon ami. Barakallah fik. Je passe à M. Mortada Abdraouf, CRMF Bnimlad. Chers amis, collègues, est-ce que vous voulez intervenir tout de suite? Oui, bien sûr, M. Saïd. Vous m'entendez cette fois-ci bien, non? Oui, ça va. Donc, ma question à Moulay Mohamed ici est la suivante. C'est une question très évidente, trop simple. Donc, je vais lui demander, en tant que spécialiste d'ITIS et de l'intégration de la technologie d'information et l'enseignement à distance, de façon générale, je vais lui demander sa réponse à propos de cette problématique. Ça veut dire, est-ce que l'enseignement à distance, est-ce qu'il pourra un jour dispenser de la formation présentielle? Donc, voilà ma question, c'est tout. السلام عليكم. معكم حسن حلواني، إطار متدرب بمركز بني ملال السنة هذه سنة 2019-2020. Donc, ma question pour Si Mohamed Idrissi, il a parlé des atouts de l'intégration du numérique dans les pratiques de classe. Donc, ma question c'est, à quel point ces pratiques sont efficaces pour développer tous les aspects de la personnalité de l'apprenant, en prenant par exemple le côté motrice, par exemple, ou bien son efficacité pour le préscolaire, par exemple. Est-ce qu'il peut donner des résultats efficaces pour le préscolaire? Et merci à vous. عماري. سي عماري تفضل. Oui, شكرا سي حمي. إذا تفاعلا مع الأستاذ الفاضل الذي أشكره بالمناسبة على الأرضية القيمة التي قدمها، أود أن أثير مجموعة من ملاحظات وتساؤلات. إذا في بدايتها أود أن أشير إلى أن المداخلة تم التركيز فيها أساسا على إيجابيات استعمال التكوين عن بعد، في حين تم إغفال بعض السلبيات، منها مثلا أن هذه التقنية تعمق وتساهم في استفحال مشكل عدم تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى سلبيات أخرى. حتى الدول الرائدة في هذا المجال مثلا فرنسا خلال هذه التجربة اللي عشناها ديال الجائحة ديال كورونا، إذا مجموعة من الباحثين المتخصصين في هذا المجال أكدوا هذه الفكرة هذه. الانفتاح على تجارب رائدة في هذا المجال من أجل الاستفادة من الخبرة المكتسبة في هذا الإطار هي فكرة محمودة، لكن بالنسبة للحالة ديال المغرب على الخصوص والدول النامية بشكل عام، هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تطرح، وفي مقدمتها إذن كيف يمكن تفعيل هذه التكنولوجيا أو التقنية ديال التكوين عن بعد في ظل أو غياب أو حضور مجموعة من الإكراهات، منها مثلا غياب الموارد الرقمية والمنصات التعليمية الإلكترونية
والنقص في الخبرة المرتبطة بتدبير عملية التعليم عن بعد والتحكم في الأنظمة المعلوماتية، ثم كذلك اعتماد هذه التقنية يقتضي حتما والتأسيس لها يقتضي مراجعة الترسانة القانونية وتأهيل الأطر المغربية لاستعمال هذه التقنية. كذلك التعليم عن بعد يقتضي إحداث منصة رقمية تفاعلية تساعد على حل هذه المشاكل. ولدي سؤالان في الأخير وأختم. إذا بغينا نعتمدوا هذه التقنية ديال التكوين عن بعد، ما هي آليات تدبير الزمن التكويني الافتراضي؟ هذا سؤال. السؤال ديالي الأخير: ألا يمكن اعتبار هذه التجربة اللي عشناها في مناسبة ديال الجائحة ديال كورونا فرصة للانطلاق نحو بناء رؤية استراتيجية للرقمنة البيداغوجية وبناء منهاج رقمي؟ وشكرا. شكرا سي حسن العماري، دكتور بالمركز الجهوي لمهام التكوين. سي صالحي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. Merci infiniment pour le docteur de l'exposé. Moi, j'ai seulement un petit éclaircissement concernant cet exposé. Tout d'abord, la pandémie coronavirus est un big bang de l'accélération numérique et la transformation digitale, tant qu'au niveau de l'éducation qu'au niveau de la formation, mais et selon des statistiques mondiales qui montrent que la communication digitale est encore insuffisante dans les pays développés comme la France. C'est pour cela qu'on constate qu'il y a une absence totale de la formation continue des professeurs, des enseignants et des formateurs. Et merci. Merci, M. Salahi. Alors, je laisse. Donc, je crois qu'on se contente pour le moment de cette quantité de questions au docteur Mohamed Drissi pour prendre conseil de lui s'il veut continuer ou se contenter de cette quantité d'interrogations. Et après, on ouvrira un deuxième volet de questions. D'accord? Saïd, je crois qu'on va essayer de répondre à ces questions et on ouvrira après le deuxième volet de questions. Vous pouvez parler, monsieur le docteur Mohamed Drissi. C'est à vous la parole. Alors, je vais essayer de faire une synthèse des huit questions, essayer de les répartir sous forme de thèmes, essayer de répondre à tous les intervenants que je remercie pour leurs questions qui sont pertinentes. Je vais commencer par l'impact de la formation. Parler tout d'abord de mon sujet d'intervention. Alors, mon sujet d'intervention n'a pas de relation directe avec le mode d'enseignement à distance. Donc, j'ai traité dans mon intervention tout ce qui est en relation avec les pratiques de classe. Je n'ai pas traité la formation à distance en tant que mode d'enseignement-apprentissage. Mais on peut se référer à ces pratiques et les employer dans la formation à distance. Alors, maintenant, je vais essayer de répondre aux questions. Première question à propos de l'apprentissage à distance et l'enseignement à distance. Donc, il y a des notions apprentissage et des notions enseignement et notions formation. D'ailleurs, j'avais publié sur ma page Facebook avant-hier une recherche canadienne publiée en avril 2020 sur ces définitions-là, parce qu'il y a déjà une confusion de définition dans les termes apprentissage à distance, formation à distance, enseignement à distance. Il y a une confusion entre apprentissage et enseignement, et je vous invite à le lire. Alors, pour l'impact qui a été évoqué lors de cette période de confinement et d'expérience de l'enseignement à distance au Maroc durant cette période de confinement sanitaire, d'ailleurs,
l'enregistrement des cours a été assuré par le centre maroco-coréen qui est à Rabat, qui fait partie du programme GIMI et du CNIP, Centre national des innovations pédagogiques, qui va être maintenant transformé, vu son utilité et vu l'importance de l'enseignement à distance qui a été évoqué durant cette période de coronavirus, va être transformé en Centre national des technologies éducatives. Et peut-être qu'il y aura des centres régionaux pour les technologies éducatives, pour lancer ce projet de l'enseignement à distance. En ce qui concerne les usages qui grandissent qui ont grandi avec cette pandémie, l'usage du numérique avec cette pandémie, et on ne va pas évaluer, je ne veux pas faire des évaluations de tout ce qui a été fait malgré que les conditions ne le permettent pas. Alors, normalement, tout ce qui a été fait, on doit encourager et remercier les efforts de tous les acteurs qui ont contribué à assurer la continuité pédagogique en ligne. Cependant, quand on parle d'enseignement à distance et formation à distance, et surtout quand il s'agit d'un accompagnement durant une pandémie, une crise en général, là, il faut assurer des conditions. Pour réussir l'enseignement à distance ou la continuité pédagogique à distance, il faut assurer 6 conditions. La première condition, tout d'abord, il faut assurer une présence enseignante ou une présence sociale et avec des interactions avec les pairs. On va se poser la question, est-ce que tout ce qui a été fait durant cette période de confinement avec l'enseignement à distance a valorisé ce point-là? Est-ce qu'elle a assuré cette présence enseignante avec des interactions avec les pairs? On ne sait pas, il faut faire une étude pour en savoir. Il faut miser sur des tâches synchrones. Est-ce que durant cette période, cette phase de confinement où les enseignants faisaient des cours avec les élèves, est-ce qu'ils misaient sur des tâches synchrones ou uniquement ils donnent des cours sous forme de vidéo et demandent aux élèves de suivre directement? Est-ce que durant cette phase de confinement, parce que l'enseignement à distance l'exige, est-ce qu'il y a des ateliers collaboratifs de groupes, des sous-groupes, etc. Alors, ces ateliers de groupes et de sous-groupes, ils ont été étudiés par les développeurs des plateformes. Et donc, d'ailleurs, ils ont mis des outils qui permettent la collaboration, à savoir le chat, les forums, etc. Pourquoi? Parce que l'élève, il est isolé, l'apprenant, il est isolé, et il faut l'intégrer dans le groupe pour se motiver, pour continuer ses études à travers la plateforme. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les enseignants qui ont utilisé l'enseignement à distance durant cette période et qui vont l'utiliser encore pour quelques semaines, est-ce qu'ils ont misé sur ces ateliers de collaboration pour essayer de désaffectiver le savoir et d'être tout près des apprenants et favoriser aussi le travail en groupe pour que les apprenants ne se sentent pas isolés. Cinquième point essentiel pour la mise en place d'un enseignement à distance, surtout durant les phases de confinement, c'est prévoir des points de contrôle. Est-ce que les enseignants qui ont utilisé ces plateformes ont prévu des points d'évaluation avec les apprenants, avec des rétroactions immédiates et plus élaborées avec les apprenants? Parce que normalement, quand on parle de phase de confinement et on parle d'enseignement à distance et d'accompagnement durant cette phase de confinement, il y a plusieurs besoins à prendre en considération. Il y a le besoin socio-affectif, tout d'abord, et puis il y a des besoins motivationnels aussi, motivés pour être suivis, et puis il y a des besoins d'apprentissage, bien sûr, qui émanent vers la remédiation pédagogique, le soutien scolaire, et vers la poursuite de nouveaux contenus ou de nouvelles compétences.
Donc là, il faut voir est-ce que ces conditions étaient assurées ou non. Alors pour une question en ce qui concerne les mises en place pour la formation hybride dans les centres de formation, je crois qu'il y a déjà une plateforme mise en ligne par le ministère de l'Éducation nationale qui est ITQueen, que vous connaissez tout d'abord, que vous connaissez tous, ITQueen. Il y a aussi des projets de plateforme mis par l'USAID en partenariat avec le ministère dans tous les CMR. Et puis, il y a aussi, il y a un problème de son. C'est bon maintenant. Je continue? Continuez, oui, vous pouvez continuer. Et puis, il y a des projets de mise en ligne des plateformes, des dispositifs. Moi, je parle de dispositifs et non pas de plateforme parce que plateforme, c'est juste technique, mais un dispositif où il y a les différents pôles, à savoir le pôle enseignant, le pôle apprenant, le pôle savoir, le pôle infrastructure, le pôle virtuel, etc. Donc, c'est un dispositif en général de formation à distance. Et là, je vous informe qu'il y aura aussi un autre projet qui est, je crois que M. Saïd est avec nous, c'est le projet MCA, Millennium Challenge Account du Maroc, qui est en train d'élaborer un programme de formation pour les enseignants sur 21 modules de formation, dont 3 AREF, Fès Meknes, Tanger Tétouan et Marrakech Asfi, dans lesquels il y aura bien sûr des modules de formation et il y aura un dispositif de formation à distance pour accompagner les enseignants dans ces formations. Donc, c'est en quelque sorte une formation hybride en présentiel et à distance. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut des conditions pour réussir ceci. Pour la question de Madame Ilham Haddadi à propos de l'informatique au primaire, alors je vous informe aussi que la direction des curricula au ministère de l'Éducation nationale a mis en place un programme de l'informatique pour les élèves de la 5e et la 6e année du primaire. Bien sûr, surtout cette formation, c'est un programme axé sur tout ce qui est programmation, c'est-à-dire développer l'esprit critique et la résolution de problèmes à travers un programme de programmation en utilisant le logiciel Scratch. C'est au primaire. Donc, pour le préscolaire, c'est la question de M. Hassan. Le préscolaire, bien sûr, il y a 2 stades importants pour l'enfant du préscolaire à prendre en considération. Et il faut voir est-ce que ces 2 stades de développement chez l'enfant, est-ce qu'ils permettent d'utiliser le numérique ou non. Donc il faut, je crois, poser la question aux experts dans le domaine pour voir. Mais quand même, en faisant un benchmark sur les expériences à l'échelle internationale, plusieurs pays proposent des activités numériques pour les enfants du préscolaire, surtout des activités où il y a tout ce qui est dessin, tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est artistique, tout ce qui est même activité motrice en utilisant des petites vidéos dans lesquelles on dit aux enfants de faire des mouvements, etc. Mais je crois qu'il faut voir avec les experts dans ce domaine pour ne pas donner des réponses qui ne sont pas au niveau. Pour la question de M. Ahmed à propos de remplacer l'enseignement à distance, remplacer l'enseignement en présentiel par l'enseignement à distance, je crois que l'enseignement en présentiel, il a toujours son utilité. D'ailleurs, une étude qui a été faite en France chez les apprenants pour voir la motivation des apprenants dans l'usage du dispositif de formation, d'enseignement formation à distance, a évoqué 4 profils dans les apprenants. Et le premier profil, c'est des apprenants qui
qui s'intègrent directement dans l'enseignement à distance, puis un profil, un autre groupe qui s'intègre difficilement, ils cherchent à voir les motivations, cherchent les bienfaits pour s'intégrer, et puis un groupe qui est démotivé totalement et qui cherche, qui profite de l'occasion pour montrer que la formation, l'enseignement en présentiel est mieux que à la distance. Donc, chaque mode de formation, d'enseignement a ses avantages et ses inconvénients, et l'enseignement à distance ne remplacera jamais l'enseignement en présentiel, parce qu'il y a dans l'enseignement à distance, il y a un facteur important qui est dans la formation en présentiel, qui est l'affectivation du savoir. L'affectivation du savoir qui est absente dans l'enseignement formation à distance, et l'affectivation du savoir permet bien sûr un apprentissage, malgré que les plateformes maintenant qu'on essaie de développer, on essaie de développer des outils dans les plateformes pour permettre cette affectivation du savoir, mais on n'arrivera jamais à remplacer un enseignant en présentiel par un enseignant virtuel. Je passe à la question de M. Ammari à propos de فيما يتعلق بإيجابيات التكوين عن بعد وإدماج. أنا في المداخلة ديالي تكلمت على إدماج التكنولوجيات في الممارسة التربوية، يعني ما تكلمش على التكوين عن بعد، ولكن هاد الوباء اللي كنشاهدوه الآن، اللي خاص بهذا الكورونا فيروس، واللي خلق واحد مشكل بالنسبه للتعليم، انه اتجه الى هذا التعليم عن بعد، بين بانه التعليم عن بعد ولا اهم، ولا خص الوزاره تاخذه بعين الاعتبار وتعطيه واحد الاهميه كبيره، وبيان سور تعطيه واحد المراجعه كبيره لهذا التعليم عن بعد وتعطيه الاهميه ديالو. وكنعرفوا بان في وزاره التربيه الوطنيه كاين واحد القسم تابع المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، كاين قسم ديال التعليم عن بعد اللي هو مهتم بتكوين الاساتذه في هذا المجال. تكوين الاساتذه هو اللي كيسير المنصه ديال الاي-تكوين، وكيسير منصه كولاب بالنسبه للاساتذه. ولكن لحد الان اللي دار بالنسبه للتكوين، بالنسبه للتعليم، بالنسبه للتلامذ، مازال ما تبناش منصه خاصه بالتلامذ، ابار هذه المنصه اللي دارت ديال كلميتيس، اللي هي ماشي منصه ديال التعليم عن بعد، وانما هي موقع الكتروني خاص بعض الفيديوهات، بعض الدروس عن طريق فيديوهات. يعني الا بغينا نديرو التكوين عن بعد خصو الشروط ديالو، خصو الشروط اللي خص الوزاره تفكر فيها حاليا، بناء واحد استراتيجيه كامله ومنهاج رقمي باش يمكننا نتبعوا هذا التعليم عن بعد ونستافدوا من البوتنسيال دو نيميريك في هذا المجال. مر السؤال المتعلق بلا كونتينيتي بيداغوجيك، la continuité pédagogique ou la formation des enseignants dans ce domaine. Normalement la crise اللي كتجي لا كريز سي اون كريز، دونك لي كونديسيون ديالها ما كنتحكموش فيهم، وكنحاولوا ما امكن نحلوا المشكل بما هو موجود. Mais c'est l'occasion de penser à améliorer notre système et à donner plus d'importance à l'enseignement et à la formation à distance en termes de formation des enseignants dans les techniques de création de cours en ligne, et formation, mise en place d'une infrastructure adéquate, mise en place des plateformes adéquates pour l'enseignement et la formation à distance. D'ailleurs, le Mensa de Teams qui nous a permis de faire ce séminaire est le fruit de cette pandémie. C'est grâce, entre guillemets, grâce à la pandémie que la plateforme Teams a été mise en place par le ministère pour pouvoir l'utiliser par les enseignants, par les formateurs
dans leur pratique pédagogique. Et surtout, il faut, comme a dit c'est Amraoui, Tersana Kanounia, pour permettre de certifier les formations, permettre de faire des évaluations, etc. Il nous faut un statut juridique pour l'enseignement et la formation à distance. Je crois, si Saïd, pour les questions, s'il y en a d'autres pour ces questions, je crois que j'ai répondu à la plupart des questions. Merci, Je m'excuse si j'ai oublié quelqu'un. Il a qu'un autre volet de questions, je suis prêt à y répondre. Merci, docteur, pour cette synthèse très concentrée et pertinente en réponse aux interrogations du premier collectif des intervenants. صوت مسموع؟ مسموع oui. Très bien, donc je vous remercie infiniment pour cet événement culturel de grande importance. J'aimerais bien, donc, je remercie en particulier Monsieur Moulay Mohamed Drissi pour sa contribution de taille dans cette conférence. Monsieur Moulay Mohamed Drissi a évoqué la question d'évaluation à distance, en répondant bien sûr aux questions des collègues. Moi, j'aimerais bien revenir sur le problème de fiabilité, la fiabilité de cet enseignement à distance en ce qui concerne les performances des apprenants. En parlant de fiabilité, je vous rappelle la décision du ministère de ne pas tenir compte des évaluations et des devoirs à distance. Vous savez très bien que chaque professeur, chaque formateur, chaque enseignant a besoin bien sûr de confronter les produits personnels de ses apprenants ou des stagiaires à sa grille de critères de réussite. C'est un besoin parce que chaque enseignant a besoin de réguler son travail et d'adapter donc l'enseignement qu'il est en train de dispenser. Ma question portait sur l'évaluation à distance. Alors, y a-t-il une possibilité d'optimiser cet enseignement à distance tout en réalisant des évaluations pédagogiquement et moralement rassurantes donc du point de vue pédagogique? Alors, l'enseignant a besoin bien sûr d'un retour, d'un feedback, a besoin de mesurer le degré d'atteinte de ses objectifs et aussi du point de vue de l'apprenant. Donc, on a toujours besoin de savoir si le travail a été réalisé dans des conditions correctes. Et merci beaucoup. الكلمة الآن سي ميطالي إبراهيم نطلب منه أيضا اختصار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي الحسن. مرحبا أستاذ. وي أنا كنسمعك. للتعريف أنا مدير مؤسسة تعليمية بإقليم تنغير جهة درعا فيلالت. أتقدم بهذا التدخل ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم جميعا إدارة ومدرسين للمركز الجوي للمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال الخليفرة بأحر وأزكى التحيات والشكر الجزيل على تنظيمكم هذا اللقاء، وعلى رأسكم السيد مدير المركز الذي نتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة هذه، ولكل المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء وإتاحة لنا فرصة الغوص في موضوع ذي أهمية وهو موضوع الساعة خاصة ونحن في وضع استثنائي يستوجب الحجر الصحي للوقاية من انتشار وباء كورونا كوفيد-19. وبالمناسبة نترحم على الوفيات ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والصحة للآمنين ومزيدا من الحذاء والحذر احتراما لأوامر السلطة المختصة في هذا المجال. كما لا يفوتني أن أشكر كل المشاركين المتدخلين في هذا اللقاء للإغناء، متمنين أن تستمر مثل هذه الندوات التربوية لإغناء حقلنا التربوي الإداري، وخاصة وأننا لا بد من المواكبة لما يتطلبه الوضع في حياتنا اليومية. وأشير هنا كما بدأ به من قبل في تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصال التك في مجال التربية والتكوين، حيث صارت تعتمد من بين الوسائل الديداكتيكية الحديثة لتمرير المعلومات بأيسر حال وأقل جهد وبالمتعة، وصارت تستخدم التكنولوجيا تدريجيا لتوصيل المعرفة والمهارات بطرق جديدة، وهذا ما يستلزم بناء تصور ديداكتي حديث يتلائم التحولات العالمية
المتسارعة في مجال التكنولوجيا. أقول هذا السؤال للأستاذ عبد الرزاق الفروازي أنه رغم الإيجابيات التي يأتي بها السياق الرقمي في مجال التربية والتكوين، ورغم ما يفرضه هذا السياق من تدعيم للتعليم والتعلم بشكل فعال، فإن التكنولوجيا في رأيي لا تستطيع الحلول محل الأستاذ، والمقاربة الرقمية في التعليم ستظهر وسائل وعلاقات جديدة، ذلك من أجل الاندماج في المجتمع الرقمي الذي لا بد من الذي يستوجب مهارات رقمية ومهارات الملاحة أو ما يصطلح عليه بالمهارة الأبدية. ألا ترون سيد الأستاذ أن المقاربة الرقمية ستعترضها عوائق مختلفة، ومنها إقصاء بعض الأهل والآباء ذوي مستويات متوسطة من تتبع تمدرس أبنائهم في هذه المقاربة الرقمية؟ ألا ترون كذلك من فئة الأساتذة إقصاء ذوي الذين لا يمتلكون مهارات رقمية لازمة؟ ثم في غياب محفزات وتحديات لإدماج هذه الوضعية الرقمية الجديدة والوضع كذلك الاقتصادية والملكية التكنولوجية والتكلفة إلى آخره، ألا ترون أنها مشاكل وعوائق لإدماج السياق الرقمي في التربية والتكوين؟ وأعود للأستاذ مولاي محمد الدريسي لأقدم لها جزيل الشكر. mes remerciements infiniment avec haute considération, Monsieur Idrissi, dans votre intervention positive et intéressante, ainsi que tous les organisateurs et les coopérants pour mener cette rencontre à la réussite. Monsieur Moulay Mohamed, personne ne conteste que l'intégration des TIS, surtout aux écoles primaires, sera une révolution numérique qui fera apparaître de nouveaux outils qui transformeront les façons et les relations traditionnelles que les enseignants ont menées avec leurs enseignés. Alors, la situation sera ainsi. Que pensez-vous devenir le rôle du professeur dans cette situation numérique? Deuxièmement, vu la situation actuelle, l'infrastructure, le niveau économique différentiel, le milieu social, l'appropriation de l'outil numérique, à quel degré voyez-vous la réussite de ce processus numérique dans l'absence du minimum des cours de codage informatique, Monsieur Moulay? Surtout que le plan numérique pour l'éducation a été mis en place en mai 2015 par François Hollande en France, mais plusieurs... D'accord, merci, merci. D'autres ont affirmé que l'écriture à la main est essentielle dans l'apprentissage. Et le ministre de l'Éducation nationale actuel en France a approfondi son propos que l'école doit faire une place importante à la technologie avec discernement, et qu'il ne pense pas que l'école doit aller vers le tout numérique et qu'il ne faut pas rejeter les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Donc de là, que pensez-vous, comment voyez-vous le degré de réussite de ce processus et la situation ainsi? Merci Moulay Mohamed et merci pour Monsieur Hassan et tous les intervenants. اللي كنتمنى السي الحسن الله يجازيك بخير للإشارة لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر جميع اللجان المنشرفة والمنظمة، وأتمنى أن يعاود مثل هذا اللقاء التربوي والإداري الشيق الذي لقي نجاحا باهرا أنا بعد في رأيي أنا، ونطلب من اللجان ومنكم السي الحسن الله يرحم الوالدين صيفطوا لنا هذه العروض المقدمة عبر لي زمايل ديالنا، والله يجازيكم بخير. شكرا سي إبراهيم، نتمنى ذلك إن شاء الله. ستكون مناسبات أخرى. إذا غادي نحول الكلمة للأستاذ والضيف ديالنا العزيز سي مولاي محمد الدريسي، هو غادي نمنحوه 5 دقائق لأنه ضيف. شكرا سي الحسن. في الحقيقة الإخوة المحاضرين اللي معايا راه جاوبوا على جل الأسئلة، غادي نحاول ندير بعض الإضافات. Alors là, on a 2 modes d'enseignement. كاين لو مود بريزونسيال اللي معروف بلو تريانgle pédagogique اللي فيه دوك لي فيرب enseigner, apprendre, former. Mais quand on passe au mode distanciel, on passe à un tétraèdre pédagogique. On ne reste plus dans le triangle, mais un tétraèdre pédagogique avec 5 pôles. كاين le pôle enseignant, pôle apprenant, pôle savoir, وكاين le pôle groupe. Justement, le pôle groupe Z pour l'affectivation du savoir,
pour mettre un peu le côté émotionnel de l'apprentissage, auquel le contexte les voit la plateforme virtuelle, l'environnement virtuel, ou faire l'institution qui conçoit la formation et l'institution qui reçoit l'information. Donc, quand on passe du mode présentiel au mode distanciel, c'est toute une ingénierie. C'est toute une ingénierie différente. Elle a le mode présentiel. Donc, une ingénierie qui prend en considération les parcours, je nomme les parcours de la Dindiro, je nomme les évaluations de la Dindiro, je nomme la certification, je nomme les critères de fiabilité de l'évaluation, etc. Donc, il y a plusieurs conditions à mettre en considération quand on passe du mode présentiel au mode distanciel. وفي هذا الصدد بالنسبه le confinement sanitaire اللي خلق هذا المشكل ديال l'enseignement à distance اللي دار فيه l'enseignement à distance, ce n'est pas pour moi ce n'est pas l'enseignement à distance. Pour moi c'est l'école, c'est l'accompagnement pour l'école à la maison. On essaie d'accompagner les enfants, les élèves à la maison avec un outil informatique à distance. Donc ce n'est pas l'enseignement à distance parce que l'enseignement à distance sont des conditions de dialogue. Quand on parle de centres de formation, ce qu'on a mis en ligne pour les centres de formation, ce sont des MOOC, des Massive Online Open Course. Ce sont des MOOC qui sont justement des cours sous forme de vidéo avec quelques exercices interactifs. Donc, ça ne rentre pas dans le mode de formation à distance qu'on veut pour aller jusqu'au parcours de l'évaluation et de certification. Et quand on passe vers le mode la certification, on fait les parcours bien définis, on parle de SPOC, c'est-à-dire des petits groupes accompagnés avec un tutorat, avec un planning de tutorat, avec un planning d'activité, avec un planning d'évaluation, avec un suivi bien déterminé pour les certifier et pour les évaluer et les certifier. Donc pour nous, dans ce mode de confinement, on est passé vers l'école à la maison. Et là, on doit tenir compte, normalement, en tant qu'enseignant, en tant qu'inspecteur, en tant qu'éducateur en général, on doit tenir compte de plusieurs éléments pour réussir l'accompagnement des élèves de l'école à la maison. Tout d'abord, il faut composer avec les technologies. Alors, à mon avis, les élèves n'ont pas les mêmes moyens. Et l'enseignant, il doit s'adapter avec l'existence et la technique qui est disponible pour les apprenants. Donc, on est dehors des conditions de l'enseignement à distance. Parce que là, quand on met en ligne un enseignement à distance, on le met avec toutes les conditions. Dans notre cas-là, ce n'est pas les mêmes conditions. Et il faut aussi s'adapter au niveau d'acculturation numérique de l'élève. Parce que ce n'est pas qu'ils sont jeunes, qu'ils utilisent leur smartphone, qu'ils sont automatiquement armés à utiliser toutes les technologies. Donc, il faut tenir compte de toutes ces conditions-là. Il faut impliquer les parents, les élèves et les parents. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'on accompagne à distance les enfants, les élèves à la maison, il faut tenir compte de tout ce qui est feedback des élèves et feedback des parents. Justement, là, c'est pour essayer de créer ce côté émotionnel qui est absent dans l'enseignement à distance. Et là, il faut utiliser des outils pour le retour des parents, pour créer des communautés de pratique avec les parents. C'est une occasion. Je crois que maintenant, cette pandémie Covid-19 nous a posé un grand questionnement de repenser l'infrastructure de nos écoles. C'est l'occasion d'aborder ce sujet. C'est l'occasion d'aborder la refonte de l'infrastructure de l'école. C'est l'occasion de repenser la mise en place des outils, la mise en place des plateformes, la mise en place des sites pour les écoles, etc., pour pouvoir les exploiter dans cette pandémie. Et c'est l'occasion aussi de fournir les supports techniques et pédagogiques pour accompagner nos élèves. Et dans ce cas-là,
j'aimerais bien vous informer que le ministère de l'Éducation nationale il a mis en ligne une enquête pour tout ce qui est les cours qu'on a mis en ligne pour le primaire, pour le secondaire et pour le collège et le lycée. Une enquête pour savoir l'impact de tout ce qui a été mis en ligne dans les apprentissages des élèves et comment les enseignants et les inspecteurs et les cadres éducatifs en général se sont mobilisés pour mettre en œuvre tout ceci. Et en même temps, ils ont préparé des livrets de révision parce que tout le monde sait que ce qu'on a mis en ligne n'est pas totalement n'accompagne pas totalement les élèves pour faire leurs examens. Donc ils ont mis en ligne, ils ont mis, donc je crois qu'ils auront, tous les élèves auront des livrets où il y aura des révisions pour les cours et aussi des exercices pour le soutien scolaire et pour la remédiation. Plusieurs recherches maintenant disent que pour mettre un dispositif d'enseignement à distance, il faut inverser la taxonomie de Bloom. Donc si on veut mettre un enseignement à distance parfait, là on doit inverser la taxonomie de Bloom et là j'attire l'attention des pédagogues, j'informe les pédagogues qui sont avec nous, c'est-à-dire que normalement ce qu'on fait maintenant, d'après ces recherches-là, ce qu'on fait maintenant, quand les élèves viennent à l'école, ce qu'on fait dans les classes, c'est on enseigne en présentiel, on les enseigne en présentiel, mais les apprentissages, pour eux, les apprentissages se font à la maison. C'est à la maison qu'ils révisent, c'est à la maison qu'ils demandent à leurs parents de leur expliquer ceci, de faire ceci, etc. Donc pour eux, il faut inverser ça. Il faut enseigner à distance et faire apprendre en classe. C'est-à-dire qu'il faut inverser la taxonomie de Bloom, mais c'est les résultats des recherches qui se font actuellement si on veut mettre un dispositif de formation à distance parfait. Je reviens sur le mode d'enseignement à distance qu'on est en train de faire dans le cas du confinement sanitaire. C'est un changement brutal de l'enseignement en présentiel vers l'enseignement à distance. C'est un changement brutal qui nécessite pour sa réussite des conditions matérielles, des conditions même psychosociologiques, des conditions sociales, etc., économiques. Mais normalement, on doit remercier les enseignants qui ont su faire réussir cette étape-là et qui ont su, malgré quelques inconvénients, ils ont pu accompagner, ils ont pu réussir cette continuité pédagogique et rester au moins auprès des élèves et auprès des cours qu'ils enseignent. Donc je crois que j'ai peut-être répondu aux informations, aux questions de la plupart de mes collègues qui ont assisté à ma présentation.